La ligne d'horizon de Jérusalem s'est illuminée comme jamais auparavant alors que le dôme de fer israélien interceptait vague après vague de missiles iraniens pendant que la fumée s'élevait depuis plusieurs points d'impact à travers la ville. Ce qui avait commencé comme une frappe préventive pour stopper les ambitions nucléaires de l'Iran s'est transformé en conflit le plus dévastateur entre ces deux nations de toute leur histoire. Les victimes se comptent désormais par centaines et des quartiers entiers ont été réduits en poussière. Les sirènes d'alerte aérienne n'ont pas cessé de hurler depuis 72 heures, et le bilan continue de grimper dans ce que les experts militaires qualifient déjà de début de Troisième Guerre mondiale. La crise a éclaté le 12 juin 2025, lorsque les services de renseignement israéliens ont découvert quelque chose qui a semé la panique au sein du cabinet de guerre de Netanyahou. Des sources infiltrées au cœur du programme nucléaire iranien ont révélé que Téhéran n'était plus qu'à quelques jours de produire suffisamment de matière fissile pour plusieurs armes nucléaires. L'usine d'enrichissement de Natanz tournait à pleine capacité et des images satellites montraient une activité inhabituelle sur des sites auparavant inactifs. Des agents du Mossad sur le terrain ont signalé des camions transportant des cargaisons suspectes entre les installations, dissimulées par l'obscurité. Les preuves étaient irréfutables. L'Iran avait accéléré son programme au-delà de toutes les prédictions. Netanyahou s'est retrouvé face à un choix impossible, frapper maintenant et risquer une riposte massive, ou attendre et faire face à un Iran équipé de l'arme nucléaire. Il a choisi de frapper, lançant l'opération Lion-Levant aux premières heures du matin. Des chasseurs furtifs F-35 israéliens ont parcouru plus de 2000 km, appuyés par plus de 100 aéronefs, dans ce qui deviendrait la mission militaire la plus ambitieuse de l'histoire d'Israël. Mais il ne s'agissait pas seulement de sites nucléaires, la liste des cibles allait choquer le monde entier. La riposte iranienne a été rapide et brutale. Le 13 juin, le guide suprême Khamenei a personnellement ordonné le lancement de centaines de missiles balistiques, dont les Fatah hypersoniques, quasi impossibles à intercepter. La première vague a frappé à 2 heures du matin, prenant de nombreux Israéliens dans leur sommeil. À Bat Yam, un immeuble résidentiel a été touché de plein fouet, piégeant des familles sous des tonnes de béton. Les secours ont travaillé sans relâche toute la nuit, extrayant des corps des décombres. Parmi les victimes figuraient 2 femmes dans la quarantaine, une jeune femme de 20 ans et une fillette de 13 ans dont la famille venait tout juste de célébrer sa bat mitzvah. Les scènes étaient terrifiantes, des habitants fuyant en pyjama, des enfants hurlant, des personnes âgées incapables de s'échapper à temps. Une survivante a raconté « L'immeuble s'est effondré comme une feuille de papier. J'ai entendu mes voisins crier, puis plus rien. » Au lever du soleil, le bilan atteignait 16 morts et plus de 390 blessés. Les hôpitaux du centre d'Israël étaient débordés. Les blocs opératoires tournaient sans interruption. Les médecins luttaient pour sauver des vies. Rien que le centre médical Ishilov a reçu plus de 140 blessés dans la première heure. Les banques de sang ont lancé des appels urgents alors que les réserves frôlaient le point critique. Et ce n'était que le début de la vengeance iranienne. Même avant les attaques de missiles, Jérusalem brûlait déjà. Fin avril 2025, pendant la journée du souvenir en Israël, des incendies mystérieux ont éclaté dans les collines autour de Jérusalem. En quelques heures, attisés par des vents soufflant à 65 km/h, les flammes ont tout dévoré dans leur passage. L'autoroute principale entre Tel Aviv et Jérusalem s'est transformée en piège mortel, des conducteurs abandonnant leurs véhicules pour fuir à pied à travers des murs de feu. Des témoins ont décrit des scènes apocalyptiques, des familles séparées dans la panique, des animaux domestiques abandonnés, des personnes âgées aidées par des inconnus. Le monastère de Latran, debout depuis siècle la meilleure, a été encerclé par les flammes. Les pompiers ont parlé d'un incendie le plus vaste de l'histoire d'Israël. Plus de 20 000 dunams détruits, dont 70% des forêts du parc Canada. 7 000 personnes ont évacué leur maison, parfois uniquement avec les vêtements qu'elles portaient. L'hôpital In-Kerem s'est préparé à une arrivée massive de blessés, libérant des services entiers. Les enquêteurs ont découvert plusieurs points d'origine des feux, suggérant un incendie criminel coordonné. Les réseaux sociaux ont explosé de messages d'extrémistes célébrant les flammes. Un d'eux a même été arrêté pour avoir écrit que Dieu devait attiser le feu en guise de vengeance. Des caméras de surveillance ont capté des individus suspects près de plusieurs foyers d'incendie. Le timing n'avait rien du hasard. Quelqu'un voulait voir Jérusalem partir en fumée le jour où Israël pleurait ses soldats tombés. La guerre psychologique avait commencé bien avant le lancement du premier missile. Mais le véritable enfer ne faisait que commencer. Les récits humains qui émergent de ce conflit sont bouleversants, au-delà des mots. Barbara Steinmetz, une survivante de la Shoah âgée de 88 ans, ayant fui l'Europe il y a des décennies, s'est retrouvée une fois de plus à fuir ceux qui voulaient sa mort. Elle fait partie des 15 victimes d'une attaque incendiaire survenue à Boulder, dans le Colorado, où un homme d'origine égyptienne a pris pour cible une marche de solidarité en faveur des otages israéliens à l'aide d'un lance-flamme artisanal. « Je croyais avoir laissé cette haine derrière moi en Europe », a-t-elle murmuré depuis son lit d'hôpital, le corps brûlé à 30%. À Tamra, une ville palestino-israélienne, 4 membres d'une même famille ont été écrasés lorsqu'un missile iranien a pulvérisé leur immeuble. Les secouristes ont passé 18 heures à fouiller les décombres, guidés par les cris étouffés d'un enfant piégé. Quand ils ont enfin atteint Yasmine, 6 ans, elle serrait toujours son ours en peluche. Ses jambes étaient broignées, mais elle était vivante. Ses parents et sa sœur, eux, n'ont pas survécu. Le traumatisme psychologique est impossible à mesurer.
Des enfants qui n'osent plus dormir, des parents qui montent la garde à la fenêtre, des personnes âgées replongées dans des souvenirs qu'elles pensaient enfouis. Une psychologue de Tel Aviv a rapporté avoir traité plus de 100 patients en seulement 3 jours, beaucoup souffrant de stress post-traumatique aigu. Les groupes de soutien débordent de témoignages, cauchemars, crises de panique, peur de sortir de chez soi. Les lignes d'aide au suicide signalent une hausse de 400% des appels. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. 230 000 déplacés, des milliers de blessés et, derrière chaque statistique, une vie brisée, une famille détruite. Et pourtant, ces drames personnels allaient devenir les pions d'un jeu bien plus vaste. La réaction du président Trump a glacé le monde entier. Dans un post menaçant, publié sur Truth Social à 3h du matin, heure de Washington, il a appelé 300 000 habitants de Téhéran à évacuer immédiatement, affirmant que les services américains savaient exactement où se cachait le guide suprême Khamenei. « On sait où tu es, et on sait ce que tu prépares. Rends-toi maintenant ou subis des conséquences comme l'histoire n'en a jamais connu. » Le message était accompagné d'images satellites avec des cercles rouges pointant des bâtiments spécifiques à Téhéran. En quelques heures, la panique s'est emparée de la capitale iranienne. Des embouteillages monstres se sont formés, des stations essence ont été à sec, les distributeurs automatiques vidés. Le message était limpide, l'Amérique était prête à s'impliquer directement dans le conflit. Dans les coulisses, le Pentagone a révélé des images satellites montrant des mouvements navals massifs dans le golfe Persique. 3 groupes aéronavaux convergeaient vers les eaux iraniennes. Des bombardiers B-52 avaient été déployés sur l'île de Diego Garcia. Des unités de forces spéciales étaient en alerte dans plusieurs pays. L'ultimatum de Trump donnait 48 heures à l'Iran de cesser toute attaque et de démanteler son programme nucléaire. Sinon, l'anéantissement total de l'infrastructure militaire iranienne. Les dirigeants européens ont tenté de s'interposer. Macron s'est envolé en urgence vers Washington pour des discussions, mais Trump est resté inflexible. « Parfois, faut aller jusqu'au bout du combat », a-t-il déclaré aux journalistes, répétant sa promesse de campagne d'en finir une bonne fois pour toutes avec la menace iranienne. Des fuites des services de renseignement ont suggéré que Trump envisageait des options qui rendaient les planificateurs militaires nerveux, y compris des frappes nucléaires tactiques sur les bunkers renforcés de l'Iran. Le compte à rebours avait commencé. Les répercussions régionales étaient vertigineuses, redessinant la carte politique du Moyen-Orient en une seule lieu. Le Hezbollah, autrefois le plus puissant proxy de l'Iran, avait été décimé par les opérations israéliennes quelques mois plus tôt. Hassan Nasrallah était mort, leur commandement en ruine, plus de 90% de leur infrastructure frontalière détruite. Les forces libanaises, galvanisées par la faiblesse du Hezbollah, avaient repris le contrôle du sud du Liban pour la première fois depuis des décennies. Sans le soutien du Hezbollah, l'axe de la résistance de l'Iran s'est effondré comme un château de cartes. Les Houthis du Yémen ont tenté de lancer des drones, mais les défenses aériennes saoudiennes les ont neutralisés en quelques minutes. Le Hamas, encore sonné par le conflit à Gaza, était incapable de répondre. Leurs tunnels inondés, leur direction décimée. La Syrie, sans Assad, n'était plus un allié fiable, occupé par ses propres conflits internes. Les milices irakiennes, flairant le changement, se sont discrètement éloignées de Téhéran. L'Iran s'est retrouvé isolé, sa stratégie de longue date pour encercler Israël par des forces intermédiaires totalement anéantie. L'ambassade du Pakistan à Téhéran a commencé des évacuations d'urgence, le personnel diplomatique brûlant ses documents. L'Arabie Saoudite a discrètement déplacé 3 divisions blindées vers sa frontière. Les Émirats Arabes Unis ont fermé leur espace aérien aux vols iraniens et gelé les avoirs iraniens. La Turquie a scellé sa frontière. Même la Russie et la Chine, habituellement favorables, sont restées silencieuses, refusant de soutenir un perdant. Des diplomates iraniens ont rapporté être ignorés à l'ONU. Le rappel restait sans réponse. Les dirigeants de l'Iran ont compris trop tard qu'ils avaient été trop loin. Mais leur fierté et leur idéologie les empêchaient de reculer. Les installations nucléaires que l'Iran avait mis des décennies à construire ont été détruites en quelques heures. Mais l'ampleur réelle de l'opération israélienne dépasse l'imagination. Des images satellites montrent d'immenses cratères là où se trouvait autrefois le site d'enrichissement de Natanz, l'explosion ayant été si puissante qu'elle a été détectée par des sismographes à des centaines de kilomètres. Les salles souterraines de centrifugeuses, censées être imprenables, ont été pénétrées par des bombes israéliennes de type Bunker Buster, dotées d'une nouvelle technologie capable de réduire le béton renforcé en poussière. Fordo, creusé dans une montagne, a vu ses accès scellés par des frappes de précision, piégeant matériel et personnel à l'intérieur. Mais Israël ne s'est pas arrêté là. Ils ont visé les scientifiques, les chaînes logistiques, les centres de recherche. Le chef du nucléaire iranien a été éliminé dans son bureau à Téhéran par un drone ayant traversé sa fenêtre. Le complexe militaire de Parchin, soupçonné d'abriter des recherches sur les armes, a été réduit à un tas de ruines fumantes. Des cyberattaques ont effacé les bases de données nucléaires de l'Iran, anéantissant des années de recherche. Des commandos israéliens, dans des opérations qui deviendront légendaires, ont infiltré l'Iran pour poser des explosifs dans des sites que les satellites ne pouvaient pas localiser. Ils ont éliminé 17 des meilleurs scientifiques nucléaires en une seule nuit. Les chaînes d'approvisionnement en provenance de Chine et de Russie ont été interceptées, les cargaisons détruites.
Selon les évaluations américaines, il faudrait à l'Iran au moins 1 an pour reconstruire les composants nécessaires à la reprise de la production. Certains experts estiment que cela pourrait prendre une décennie. Netanyahou a déclaré que le programme nucléaire iranien avait été repoussé pour très longtemps. Mais à quel prix? Ces attaques ont franchi toutes les lignes rouges, violé toutes les normes internationales. Le droit international n'avait plus de sens, le traité de non-prolifération nucléaire était en lambeaux. Plus aucun retour en arrière n'était possible. Alors que la fumée continue de s'élever au-dessus de Jérusalem et Téhéran, le monde retient son souffle, les yeux rivés sur l'horloge de l'apocalypse qui se rapproche dangereusement de minuit. Le régime iranien survivra-t-il à cette humiliation ou le peuple iranien finira-t-il par se soulever contre ses dirigeants? Des rapports venus de l'intérieur du pays évoquent des manifestations à Téhéran, Mashhad et Ispahan, où des foules scandent pour la première fois « Mort à Khamenei ». Les forces de sécurité ont tiré sur des dizaines de personnes, mais les protestations ne cessent de grossir. L'ultimatum de Trump approche, sans aucun signe de reddition iranienne. Des sources du renseignement signalent des mouvements militaires inhabituels autour des derniers sites de missiles de l'Iran, avec des indices laissant penser à la préparation d'armes chimiques comme ultime recours. Israël a rappelé tous ses réservistes, se préparant à une guerre prolongée. Les supermarchés sont vidés tandis que les Israéliens stockent en vue d'un siège qui pourrait durer. Les entreprises du bâtiment travaillent jour et nuit pour construire de nouveaux abris anti-bombes. Le prix du pétrole a dépassé les $200 le baril, les marchés financiers s'effondrent et des millions de personnes à travers le Moyen-Orient font des réserves d'urgence. En Europe, les files d'attente pour l'essence s'étendent sur des pâtés de maison. Les compagnies aériennes annulent tous les vols à destination de la région. La question n'est plus de savoir si ce conflit va s'aggraver, mais jusqu'où il ira. Certains analystes redoutent une guerre régionale d'ampleur qui pourrait entraîner la Russie et la Chine. Moscou a déjà mis en garde contre des conséquences catastrophiques si l'Iran tombe. D'autres évoquent un possible changement de régime à Téhéran, alors que des unités des gardiens de la révolution commenceraient à faire défection. Des rumeurs circulent sur des généraux iraniens négociant en secret des conditions de reddition. Une chose est sûre, le Moyen-Orient ne sera plus jamais le même. Les anciennes règles sont mortes, les anciennes alliances brisées. Dans cette nouvelle réalité, tout est possible et tout est en jeu. Des chefs religieux appellent à la prière, des historiens tracent des parallèles avec l'année 1914 et des parents serrent leurs enfants contre eux. Les prochaines 48 heures pourraient bien décider du sort des nations, voire du monde lui-même. Comme l'a dit un général israélien, on assiste à la naissance d'un nouveau Moyen-Orient écrit dans le feu et le sang. Estamos en el barrio Bellavista, necesitamos ayuda. Necesitamos...不得了了，这个火烧的大了，我的天老子！哦哟，烧起来喽！那现在是面家不？哎呀，